Paris, printemps 1969. Une brume de poussière blanche étouffe le très chic 50 avenue Foch. Ce n'est pas du brouillard matinal, c'est du marbre pulvérisé. Sous les coups impitoyables des bulldozers et des grues métalliques gît ce qui fut 70 ans plus tôt l'incarnation ultime de la démesure de la Belle Époque, le Palais Rose. Imaginez un instant. Là où vous voyez aujourd'hui des décombres, s'élevait une réplique majestueuse du Grand Trianon de Versailles, un caprice architectural érigé par le dandy le plus extravagant de l'histoire de France, le comte Bonny de Castellane. Ce palais n'était pas seulement une maison, c'était un théâtre de marbre, construit avec l'or colossal de l'héritière américaine Anna Gould, conçu pour éblouir l'Europe et humilier les rois. Ici, les escaliers valaient des fortunes, les fêtes accueillaient 3000 convives et l'ambition n'avait aucune limite. Pourtant, en cette année 1969, ni les milliards des Gould, ni le goût exquis des Castellane, ni les suppliques des Parisiens n'ont pu arrêter le massacre. Le Versailles de Paris a été condamné à mort pour laisser place à un immeuble résidentiel moderne et anonyme. Mais pourquoi ? Comment un chef-d'œuvre né d'une alliance qui fit trembler la haute société internationale a-t-il pu finir en gravat, effacé de la carte comme s'il n'avait jamais existé ? Est-ce le destin inévitable d'une beauté achetée sans amour ? Ou le Palais Rose portait-il, dès sa première pierre, le germe de sa propre destruction, une malédiction liée à l'argent qu'il a érigé ? Si ces murs pulvérisés pouvaient parler une dernière fois, quel secret de trahison conjugale, de ruine financière et de vanité nous murmurerait-il ? Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir nos enquêtes sur l'histoire. Ce soir, nous ne visitons pas un château, nous exhumons le cadavre du Palais Rose. Pour comprendre pourquoi le Palais Rose a dû mourir, il faut d'abord comprendre le monde étrange qu'il a vu naître. Remontons le temps. Oubliez le vacarme des marteaux-piqueurs. Nous sommes en 1894, au sommet de la Belle Époque. Paris est alors le centre incontesté du monde civilisé, une ville lumière qui danse sur un volcan d'insouciance. C'est une ère de paix relative, d'innovation technique et d'explosion artistique. Mais derrière cette façade dorée, une crise silencieuse ronge l'élite française. Le concept de old money en France à cette époque est un paradoxe vivant. L'aristocratie, survivante de la Révolution et de l'Empire, possède encore ce que l'argent ne peut acheter, le prestige du sang, les titres de noblesse et l'élégance innée. Ils détiennent les clés de la haute société, mais ils ont perdu les clés de la prospérité économique. Leurs terres ne rapportent plus assez pour soutenir leur train de vie fastueux. Les toitures de leurs châteaux ancestraux fuient et les dettes s'accumulent. Ils sont des rois sans royaume financier. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, une situation inverse se produit. C'est l'âge d'or des rubber barons, ces magnats de l'industrie, du chemin de fer et de l'acier. Ils possèdent des fortunes qui dépassent l'entendement, un new money puissant, agressif, mais qui manque cruellement de patine. À New York, ils sont riches, mais ils ne sont pas nobles. Ils cherchent désespérément cette légitimité historique que seule l'Europe peut offrir. C'est dans ce contexte de marché transatlantique des vanités qu'apparaît notre premier protagoniste, le comte Boniface de Castellane, surnommé Bonny. Bonny est l'archétype absolu du dandy français. Issu d'une famille dont les racines remontent à l'an 1000, il est beau, charismatique et possède un goût artistique d'une pureté absolue. Il s'habille comme un prince, parle comme un poète et vit comme si la Révolution française n'avait jamais eu lieu. Pour Bonny, la vie est une œuvre d'art et l'argent n'est qu'un détail vulgaire nécessaire à la création de la beauté. Le seul problème, il est ruiné. Il n'a que son nom et son charme à vendre. Et l'acheteuse se nomme Anna Gould. Anna est l'antithèse de Bonny. Elle est américaine, fille de Jay Gould, le magnat des chemins de fer le plus redouté et le plus détesté des États-Unis. Si Bonny est le papillon social de Paris, Anna est réservée, presque austère. La presse de l'époque, souvent cruelle et antisémite, se moque de son physique, la qualifiant de petite, sombre et peu attrayante. Mais Anna possède une qualité qui efface tous les défauts aux yeux de l'aristocratie européenne. Une dot colossale évaluée à 15 millions de dollars de l'époque, une somme astronomique qui ferait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. Leur rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie matrimoniale implacable. C'est ce qu'on appelait alors le phénomène des dollars princess, l'échange d'un titre prestigieux contre une fortune industrielle. Le 4 mars 1895, le mariage est célébré à New York. C'est l'union de la carpe et du lapin, du feu et de la glace.
Bonnie, le Français exubérant, épouse Anna, l'Américaine taciturne. Mais ne nous y trompons pas, ce n'était pas seulement un mariage d'intérêt. Bonnie, dans sa mégalomanie artistique, avait une vision. Il ne voulait pas simplement dépenser l'argent d'Anna pour des frivolités. Il voulait utiliser cette fortune américaine pour franciser l'Amérique, pour élever Anna au rang de reine de Paris et surtout pour construire un monument qui immortaliserait le nom des Castellane pour l'éternité. Il voyait en Anna le marbre brut et en lui-même le sculpteur. Il pensait sincèrement, avec une arrogance typique de sa classe, qu'il lui faisait une faveur en dépensant ses millions. Après tout, n'allait-il pas lui offrir la vie la plus esthétique qui soit ? Cette ambition dévorante, ce mélange toxique de vanité aristocratique et de puissance financière illimitée, qui va donner naissance au projet architectural le plus fou de la décennie. Le jeune couple, à peine installé à Paris, se trouve à l'étroit dans les standards habituels du luxe. Bonnie rêve plus grand, il rêve du roi Soleil, il rêve de Versailles. Et avec le carnet de chèques d'Anna grand ouvert, rien, absolument rien, ne semble impossible. C'est ainsi que l'idée du Palais Rose germe dans l'esprit du comte, une idée qui deviendra bientôt une obsession de pierre et d'or. Mais il ne savait pas encore que bâtir un rêve sur les fondations d'un mariage transactionnel, c'est comme construire un château sur du sable mouvant. L'encre du contrat de mariage était à peine sèche que Bonnie de Castellane se lançait dans sa véritable mission. Il ne cherchait pas une maison pour y loger sa famille, il cherchait un piédestal pour sa propre gloire. Pour un homme qui se considérait comme le roi Soleil réincarné, il fallait un emplacement stratégique, une scène où tout Paris serait forcé de le regarder. En 1895, le cœur battant de la haute société parisienne ne se trouvait plus dans le vieux Marais, ni même sur les Champs-Élysées devenus trop populaires. L'endroit où il fallait être, c'était l'avenue du Bois de Boulogne, l'actuelle avenue Foch. C'était l'artère la plus large, la plus verte et la plus aristocratique de la capitale. Chaque après-midi, le tout Paris y défilait en calèche découverte, une parade de vanité où l'on jugeait les attelages, les toilettes et les amants. C'est ici, à l'angle de la rue Duret et de l'avenue, au numéro 40, que Bonnie jeta son dévolu. Le terrain était occupé par 3 petits hôtels particuliers disparates. Avec la désinvolture de ceux qui ne comptent pas leur propre argent, Bonnie ordonna de tout racheter et de tout raser. Il voulait faire table rase pour ériger son manifeste esthétique. L'emplacement était parfait. Il offrait une vue dégagée sur le bois de Boulogne, permettant à la nature de servir d'écrin à son futur palais, créant l'illusion d'être à la campagne, en plein cœur de la ville. Mais que construire ? À la fin du XIXe siècle, l'architecture hésitait. L'art nouveau commençait à faire germer ses courbes végétales et ses ferronneries asymétriques. Bonnie, lui, détestait cette modernité qu'il jugeait vulgaire et nouille. Son regard était tourné obstinément vers le passé, vers le grand siècle, vers l'apogée de la monarchie française. Son idée fixe tenait en 2 mots, Grand Trian. Il voulait reproduire à Paris le célèbre palais de plaisance de Louis XIV à Versailles, ce chef-d'œuvre de marbre rose et de porphyre conçu par Jules Hardouin Mansart pour que le roi puisse échapper à la rigidité de la cour. C'était un choix audacieux, presque insolent. Copier une résidence royale pour un simple comte ? C'était un message politique et culturel. Bonnie affirmait que la vraie noblesse, le vrai goût français, ne résidait pas à l'Élysée républicain, mais chez lui. Pour réaliser ce fantasme, il engagea Ernest Sanson, l'architecte attitré de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, célèbre pour son classicisme impeccable. Mais la collaboration entre le dandy visionnaire et l'architecte académique ne fut pas un long fleuve tranquille. Bonnie ne voulait pas une copie servile. Il voulait un Trian amélioré, adapté à la vie moderne et urbaine. Le défi architectural était immense. Le Grand Trian original est un bâtiment très bas, de plein pied, étiré en longueur pour s'ouvrir sur des jardins infinis. Or, le terrain de l'avenue du Bois, bien que vaste pour Paris, était trop exigu pour une telle largeur. De plus, un bâtiment de plein pied à Paris aurait exposé l'intimité des occupants au regard des passants. La solution trouvée par Sanson et dictée par Bonnie fut un coup de génie architectural. Ils allaient lever le Trian. Le palais ne serait pas posé au sol, mais surélevé sur un formidable soubassement de plusieurs mètres de haut, abritant les cuisines et les services. Ce socle de pierre, traité en bossage rustique, servirait de podium. Ainsi, le rez-de-chaussée noble, l'étage de réception, flotterait au-dessus de la rue, intouchable, sacrée. Les plans se dessinaient, de plus en plus complexes, de plus en plus coûteux.
Bonny exigeait que chaque proportion soit divine. Il passait des heures à étudier les archives de Versailles, voulant retrouver la teinte exacte du marbre rose de Languedoc, la courbe précise des arcades. Il ne construisait pas une maison pour Anna, il construisait un temple à la gloire de l'architecture française, un défi lancé au temps et à la médiocrité de son époque. Anna Gould, silencieuse, signait l'échec. Elle ne savait pas encore que ce terrain vague, où les pelleteuses commençaient à creuser, allait devenir le tombeau de son mariage. Les fondations étaient creusées, profondes et solides, prêtes à supporter le poids de tonnes de marbre et d'un ego démesuré. Dès 1896, le 40 avenue du Bois devient le théâtre d'un spectacle fascinant pour les Parisiens. Ce n'est plus un simple chantier de construction, c'est une résurrection archéologique en temps réel. Des centaines d'ouvriers, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, s'affairent dans un nuage de poussière blanche, transformant le silence du quartier en une ruche bourdonnante. Mais au milieu de ce chaos organisé, une silhouette élégante se détache. Canne aux pommeaux d'or à la main, guêtres immaculées aux pieds. C'est Bonny. Il est là, tous les jours. Il ne délègue rien. Pour l'architecte Ernest Sanson, la présence constante du comte est à la fois une bénédiction artistique et un cauchemar logistique. La première exigence de Bonny est la matière elle-même. Pourquoi l'appelait-on le palais rose? Ce n'était pas une couche de peinture vulgaire. Bonny voulait la vérité de la pierre. Il exigea que l'on rouvre spécialement pour lui les carrières de marbre de Caunes-Minervois, dans le sud de la France. C'était de là, et uniquement de là, que provenait le marbre incarnat, ce mélange sensuel de rose, de gris et de blanc qui avait servi à bâtir le Grand Trianon de Louis XIV 2 siècles plus tôt. Imaginez la logistique. Des blocs gigantesques de marbre, extraits à des centaines de kilomètres, transportés par train, puis par charrettes à chevaux à travers Paris, pour être taillés sur place avec une précision chirurgicale. Chaque pilastre, chaque colonne ionique devait être un miroir du passé. Bonny ne cherchait pas simplement à construire, il cherchait à faire revivre des savoir-faire disparus. Il recruta l'élite de l'artisanat français. Si un sculpteur n'avait pas la main du XVIIe siècle, il était renvoyé. Si une moulure n'accrochait pas la lumière exactement comme à Versailles, elle était détruite. C'est ici que la folie perfectionniste de Bonny atteint son paroxysme et que le compte en banque d'Anna commence à saigner sérieusement. Les anecdotes sur le chantier sont légendaires. On raconte qu'un jour, Bonny fit construire une maquette grandeur nature de la façade en bois et en toile peinte juste pour voir l'effet de l'ombre à 16 heures. Insatisfait, il fit tout modifier. Une autre fois, alors qu'un escalier secondaire était presque terminé, il monta quelques marches, s'arrêta, fronça les sourcils et déclara « La foulée n'est pas assez noble ». Il fit tout casser. Des semaines de travail, des tonnes de matériaux anéantis d'un geste de la main, simplement parce que le rythme de la marche ne correspondait pas à sa vision de l'élégance. Pour les ouvriers, c'était exaspérant, mais ils respectaient cet homme qui, contrairement aux bourgeois économes, plaçait la beauté au-dessus du cou. Pendant 5 longues années, le palais rose sortit de terre, pierre par pierre. Les passants s'arrêtaient bouche bée devant cette façade qui semblait téléportée depuis l'histoire. Les grandes baies vitrées cintrées, les balustrades couronnées de vases de pierre, les toits plats à l'italienne, dissimulés derrière les acrotères. Tout respirait une harmonie parfaite, une symétrie divine. Mais cette harmonie avait un prix terrifiant. Les devis initiaux avaient explosé depuis longtemps. Ce n'était plus une maison, c'était un gouffre financier. Mais Bonny n'en avait cure. Il regardait sa création s'élever et il ne voyait pas des factures. Il voyait la France éternelle renaître grâce à lui. À l'aube du XXe siècle, alors que la structure extérieure était enfin achevée, le palais rose se dressait, insolent et magnifique, défiant la grisaille parisienne. La coquille était prête, il fallait maintenant la remplir. Et si l'extérieur était un hommage à Louis XIV, l'intérieur allait être une ode à la toute-puissance de l'argent. Franchir le seuil du Palais Rose, ce n'était pas entrer dans une maison, c'était traverser un miroir temporel. Si la façade était un hommage au Trianon, l'intérieur, lui, abritait un secret encore plus audacieux, la résurrection d'un fantôme architectural.
Le cœur battant du palais, la pièce maîtresse pour laquelle Bonny avait sacrifié des fortunes, se dressait juste après le vestibule, le mythique escalier des ambassadeurs. Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut savoir que l'original, joyau du château de Versailles conçu par Louis le Veau pour éblouir les émissaires étrangers, avait été détruit par Louis XV en 1752. Il n'existait plus que sur de vieilles gravures et dans la mémoire des historiens. Bonny, obsédé, a fait fouiller les archives nationales, retrouvé les plans d'origine et a ordonné « refaites-le » à l'identique. Et le résultat était terrassant de beauté. Imaginez un volume immense, inondé par une lumière zénithale tombant d'une immense verrière, une prouesse technique pour l'époque. Les murs n'étaient pas peints, mais habillés de marbre polychrome. Le rouge profond de Rance, le vert de Campan, le blanc immaculé de Carrare. Au premier palier, une fontaine en brondis doré jaillissait, dont le clapotis résonnait dans le silence de cathédrale de l'espace. Monter cet escalier n'était pas un acte anodin, c'était une mise en scène. Bonny l'avait conçu pour que chaque invité, en gravissant les marches, se sente à la fois élevé au rang de Dieu et écrasé par la grandeur de la France. C'était de l'intimidation par l'architecture. Anna Gould, si petite physiquement, devait paraître minuscule en descendant ces marches de géant, perdue dans cet océan de marbre. Mais le palais ne s'arrêtait pas là. Au bel étage, une enfilade de salons se déployait sur près de 500 mètres carrés. Le grand salon, donnant sur l'avenue, était décoré de boiseries blanc et or, récupérées dans d'anciens hôtels particuliers démolis. Bonny avait une règle, pas de faux vieux. Il achetait de véritables panneaux du XVIIIe siècle, des tapisseries des gobelins ayant appartenu à la couronne, et les faisait adapter à ses murs. Il y avait aussi le théâtre privé, une bonbonnière de velours rouge et d'or pouvant accueillir 500 spectateurs où les plus grands artistes de l'époque, de Sarah Bernhardt à l'orchestre de l'opéra, venaient se produire pour un public trié sur le volet. Cependant, derrière cette orgie de classicisme se cachait une modernité invisible et coûteuse. C'est le paradoxe du Palais Rose. Il ressemblait au XVIIe siècle, mais il fonctionnait avec la technologie du XXe. Sous les planchers de chêne marquetés Versailles couraient des kilomètres de câbles électriques et de tuyauteries. Le chauffage central, summum du luxe à l'époque, était dissimulé derrière des grilles en bronze ciselées. Les cuisines, reléguées dans le soubassement, étaient équipées de fourneaux industriels dernier cri capables de servir des banquets de 300 couverts. Il y avait même des ascenseurs hydrauliques discrètement insérés dans les boiseries pour que le personnel puisse servir sans être vu ou pour qu'Anna puisse monter dans ses appartements sans s'épuiser dans le grand escalier. Les chambres à coucher situées à l'étage supérieur étaient les seuls espaces où l'intimité tentait de percer. Celle d'Anna était tapissée de soie bleue, son cabinet de toilette équipé d'une baignoire en marbre massif taillée dans un seul bloc. Mais même ici, le décor semblait crier « Regardez-moi » plutôt que « Reposez-vous ». Bonny avait réussi son pari. Il avait créé le plus beau musée privé de France, mais en parcourant ces couloirs déserts le jour, on ne pouvait s'empêcher de ressentir un froid étrange. Ce n'était pas le froid de la pierre, mais celui de l'absence d'âme. Tout était parfait, trop parfait. C'était un décor de théâtre attendant des acteurs qui, peut-être, ne connaissaient pas vraiment leur rôle. Le Palais Rose était prêt pour la fête, mais était-il prêt pour la vie ? Le Palais Rose ne s'éveillait vraiment qu'une fois la nuit tombée. Si le jour il était un musée froid, la nuit il devenait le centre incandescent de l'univers mondain. L'apogée de cette folie survient lors de la célèbre fête d'inauguration en 1897. Ce soir-là, l'avenue du Bois est paralysée. Une file ininterrompue de calèches et d'automobiles, nouveauté bruyante de l'époque, dépose l'élite de l'Europe. Roi en exil, duc russe, banquier juif, actrice de la Comédie Française, tout ce que le monde compte de puissance et de célébrité se presse aux grilles du 40. À l'intérieur, Bonny a orchestré un spectacle qui dépasse l'entendement. Il ne reçoit pas, il tient court. Vêtu avec une élégance qui frôle le déguisement, il se tient au sommet de son escalier des ambassadeurs, accueillant ses invités non comme un hôte, mais comme un souverain absolu. Les chiffres de cette soirée donnent le vertige. 60 valets de pied en perruque poudrée et livrée rouge, la couleur des Castellanes, forment une haie d'honneur vivante. 80 musiciens de l'Opéra de Paris jouent du Wagner, dissimulés derrière des bosquets de plantes exotiques.
On raconte que pour une seule soirée, Bonnie fit livrer 25 000 roses, dont le parfum était si entêtant que certaines dames s'évanouirent dans les salons. Mais le clou du spectacle, l'anecdote qui fera le tour des gazettes et qui scellera la légende noire du palais, c'est cette quête insatiable d'exotisme. Bonnie voulait que ces fêtes soient des rêves éveillés. Lors d'une réception sur le thème des 1001 nuits, la rumeur, amplifiée par la légende, raconte que l'impensable se produisit. Des éléphants. Oui, des éléphants. Imaginez la scène. Le marbre délicat de cône Minerva vibrant sous le poids de pachydermes caparaçonnés d'or et de velours, traversant les jardins illuminés à Diurno, portant sur leur dos des danseuses orientales, tandis que des chameaux déambulaient entre les invités en smoking. C'était le cirque invité à la cour. C'était sublime, c'était grotesque, c'était la décadence romaine en plein Paris républicain. Au milieu de ce tourbillon de plumes, de diamants et de champagne qui coulait comme de l'eau, il y avait un point noir, immobile. Anna. Tandis que Bonnie rayonnait, virevoltant d'un groupe à l'autre, s'enivrant de l'admiration des autres, Anna Gould restait souvent assise, silencieuse, le regard impénétrable. Elle portait sur elle des millions de francs en bijoux, mais son visage ne trahissait aucune joie. Les invités, cruels comme seule la haute société sait l'être, chuchotaient derrière leurs éventails. Ils buvaient le vin d'Anna, mangeaient le caviar d'Anna, dansaient dans le palais d'Anna, mais c'est Bonnie qu'ils applaudissaient. Elle n'était que la banquière de cette féerie, la spectatrice payante de sa propre vie. Marcel Proust, qui fréquentait ces salons, observait tout. Il voyait bien que cette brillance était artificielle. Ces fêtes n'étaient pas des célébrations de l'amitié, mais des rituels de pouvoir. Chaque dîner était une bataille politique, chaque liste d'invités une arme. Et pendant que les feux d'artifice éclairaient le ciel de Paris au-dessus du Palais Rose, brûlant en quelques minutes l'équivalent du salaire d'une vie d'ouvrier, personne ne semblait entendre le compte à rebours. La fête battait son plein, mais les fondations financières tremblaient déjà. Le roi Solège de l'avenue du Bois brillait trop fort, et il allait bientôt se brûler les ailes. Quand l'orchestre s'arrêtait de jouer et que le dernier invité avait quitté le 40 avenue du Bois, le Palais Rose révélait sa véritable nature, celle d'une prison dorée. Pour le grand public, Bonnie et Anna formaient le couple idéal de la Belle Époque. Lui apportait le blason, elle apportait l'or. Mais derrière les lourdes portes de chêne sculptées, une tragédie conjugale se jouait à huis clos. Bonnie avait commis une erreur fatale, une erreur de calcul psychologique impardonnable. Il avait sous-estimé Anna. Il voyait en elle une petite américaine timide, une oie blanche qu'il pouvait éblouir par son panache et manipuler par son charme. Il pensait qu'en lui offrant ce palais, en faisant d'elle une comtesse respectée, il achetait sa gratitude éternelle et surtout son silence. Fort de cette arrogance, Bonnie ne se contentait pas de dépenser la fortune des Gould pour l'architecture. Il la dilapidait dans le jeu, la politique. Il s'était fait élire député. Et pire que tout, dans les bras d'autres femmes. Paris bruissait des rumeurs de ses infidélités. Le comte était un séducteur impénitent. Mais l'humiliation suprême pour Anna n'était pas seulement d'être trompée, c'était de savoir que l'argent de son père, cet argent gagné durement dans la sueur des chemins de fer américains, servait à acheter des rivières de diamants et des appartements pour les maîtresses de son mari. Imaginez la scène. Anna, seule dans sa chambre tapissée de soie bleue au premier étage du Palais Rose, signant les factures que les huissiers apportaient chaque matin. Des factures pour des fleurs qu'elle n'avait jamais reçues, des factures pour des bijoux qu'elle ne porterait jamais. Bonnie, dans sa tour d'ivoire esthétique, ne voyait pas le danger. Pour lui, l'argent était une abstraction, un robinet qui ne devait jamais se fermer. Il traitait Anna avec une condescendance polie, parfois teintée de mépris intellectuel. Il ne réalisait pas que le silence d'Anna n'était pas de la soumission, c'était de l'observation. Dans les veines d'Anna coulait le sang de Jay Gould, un homme d'affaires impitoyable qui avait mis Wall Street à genoux. Elle avait hérité de cette froideur calculatrice. Pendant 10 ans, elle a encaissé. Elle a donné naissance à 2 fils, assurant la lignée des Castellane. Elle a appris les codes de l'aristocratie française mieux que Bonnie ne l'aurait cru. Et surtout, elle a tenu les comptes. Le point de rupture ne fut pas un cri ni une scène de ménage théâtrale dans le grand escalier. Ce fut un froid réveil. Au tournant du siècle, le déficit de leur ménage atteignait des sommets vertigineux. On parle de dettes s'élevant à plusieurs millions de francs or. Le Palais Rose, censé être un monument à la gloire de leur union, était devenu une bouche insatiable qui avalait le capital des Gould. Anna commença à comprendre que Bonnie n'aimait pas sa femme, il n'aimait même pas l'argent pour l'argent, il aimait la dépense. Il était un pyromane financier, et elle était le combustible.
Le drame personnel ici est poignant. C'est l'histoire d'une femme qui réalise qu'elle n'est qu'un chéquier sur pattes aux yeux de l'homme qu'elle a épousé. La splendeur du marbre de Cône minervois ne pouvait plus cacher la laideur de la vérité. Le roi Soleil de l'avenue Foch avait oublié que même les rois peuvent être détrônés si la reine décide de couper les vivres. Le masque était tombé, et sous le masque du dandy exquis, Anna ne voyait plus qu'un parasite de génie. La vengeance de la petite américaine laide allait être terrible, et elle allait secouer tout Paris. Le couperet tomba un matin d'hiver, le 26 janvier 1906. Ce fut brutal, chirurgical, à l'image de la femme d'affaires qu'Anna était devenue. Ce matin-là, Bonnie de Castellan se réveilla dans ses draps de soie, pensant vivre une journée comme une autre. Peut-être une visite chez son tailleur, un déjeuner au Jockey Club, une inspection de ses nouvelles acquisitions d'art. Mais le silence dans le palais était anormal. Pas de domestiques s'affairant dans les couloirs, pas d'odeur de café. La nouvelle tomba comme un verdict de mort sociale. Anna demandait la séparation de corps et de biens. Elle avait tout préparé en secret avec ses avocats américains et français. Le dossier contre Bonnie était accablant. Ce n'était pas seulement une histoire de cœur brisé, c'était un audit financier. Elle étalait au grand jour les preuves de ses infidélités, mais surtout le gouffre abyssal des dettes qu'il avait creusées. Paris fut frappé de stupeur. Le divorce du siècle faisait la une de tous les journaux. L'opinion publique se déchira. Les uns plaignaient la pauvre petite comtesse trompée, les autres défendaient le magnifique Bonnie qui avait redonné à Paris son panache. Mais le véritable scandale, le coup de poignard qui allait achever Bonnie, n'était pas le divorce lui-même, c'était ce qui suivit. Chassé du Palais Rose, Bonnie se retrouva littéralement à la rue. Lui, le créateur de cette merveille, l'homme qui avait choisi chaque nuance de marbre, chaque courde de bronze, fut expulsé de son propre rêve. Il partit sans rien, car légalement, tout appartenait à Anna. Il avait construit le décor, mais il n'en avait jamais été le propriétaire. C'est l'ironie tragique du contrat de mariage. Le bâtisseur devenait un sans-abri de luxe. Et c'est là qu'Anna porta l'estocade finale, une vengeance d'une cruauté exquise. 2 ans à peine après le divorce, elle se remaria. Pas avec un industriel américain, pas avec un inconnu. Elle épousa Élie de Talleyrand-Périgord, duc de Sagan. Qui était Élie? C'était le cousin germain de Bonnie. Et pire encore, c'était le rival de toujours de Bonnie, son ennemi intime dans le monde mondain. Imaginez la scène, digne d'une tragédie grecque. Anna Gould ne quitta pas le Palais Rose, elle y resta. Elle changea simplement le mari. Élie s'installa dans les appartements que Bonnie avait conçus pour lui-même. Il dormit dans le lit de Bonnie, but dans ses verres, marcha sur ses tapis. Le Palais Rose avait un nouveau maître, un anti-Bonnie, tandis que le créateur déchu devait vivre dans un modeste appartement, devenant antiquaire pour survivre. Bonnie, avec une dignité qui force le respect, ne s'effondra pas en public. Il écrivit plus tard dans ses mémoires cette phrase terrible et lucide « J'ai cru que je pouvais acheter l'amour avec de l'art. Je n'ai réussi qu'à organiser la plus belle faillite sentimentale de mon temps. » Le Palais Rose continuait de briller, mais son âme était partie. Il n'était plus le temple de l'art, il était devenu un trophée d'une guerre conjugale. Et comme dans toutes les guerres, les vainqueurs écrivent l'histoire, mais ce sont les ruines qui la racontent. Avec le départ de Bonnie, quelque chose d'invisible mais d'essentiel quitta le Palais Rose, son âme. Certes, la vie continua. Anna Gould et son nouveau mari, le duc de Sagan, maintinrent le standing de la maison. Les réceptions étaient toujours luxueuses, les vins toujours millésimés. Mais la magie, cette folie créatrice qui faisait vibrer les murs, s'était évanouie. Le palais devint une forteresse bourgeoise, gérée avec rigueur, mais sans panache. Puis, le XXe siècle s'abattit sur l'Europe avec toute sa violence. La Première Guerre mondiale sonna le glas de la Belle Époque. Les valets partirent au front, beaucoup ne revinrent jamais. L'insouciance fit place au deuil. Le monde changeait de peau. L'impôt sur le revenu fut introduit, les grandes fortunes commencèrent à s'effriter. Entretenir un palais de 50 pièces avec une armée de domestiques devint non seulement difficile, mais socialement indécent. Pendant des décennies, le Palais Rose se figea dans le temps, tel un navire fantôme échoué sur l'avenue Foch. Bonnie de Castellane mourut en 1932, ruiné mais digne, emportant avec lui le secret de la beauté du lieu. Anna, elle, survécut à tout, aux guerres, aux crises économiques, aux modes. Elle vieillit à l'intérieur de ce mausolée de marbre, petite silhouette frêle perdue dans l'immensité des salons vides. En 1961, lorsque Anna Gould s'éteignit à l'âge de 86 ans, le Palais Rose n'était plus un symbole de modernité.
C'était une anomalie. Imaginez le contraste. Dehors, le Paris des années 60 vibrait au rythme des yéyés, du rock'n'roll, de la nouvelle vague. On construisait des tours en béton, on rêvait de conquêtes spatiales. Et là, au numéro 50, se dressait ce dinosaure de pierre rose, sombre, froid, un vestige encombrant d'un monde révolu. Les héritiers d'Anna, la famille de Talleyrand-Périgord, se retrouvèrent face à un dilemme terrifiant. Ils possédaient l'une des plus belles maisons de Paris, mais c'était un cadeau empoisonné. Le bilan technique était catastrophique. Le palais était un gouffre thermique impossible à chauffer. La toiture fuyait. Les installations électriques de 1900 étaient dangereuses. Les normes de sécurité modernes rendaient le bâtiment inhabitable sans des travaux colossaux. Mais le plus grand ennemi du Palais Rose n'était pas la rouille ou la poussière, c'était la spéculation immobilière. Dans les années 60, le mètre carré sur l'avenue Foch valait de l'or. Les promoteurs immobiliers rôdaient comme des vautours. Ils ne voyaient pas un chef-d'œuvre de Samson, ils voyaient un terrain gigantesque sous-exploité. Pour eux, le calcul était simple. Raser ce caprice d'aristocrate permettrait de construire une résidence de luxe moderne capable de loger 50 familles riches au lieu d'une seule. La famille, divisée, écrasée par les droits de succession et les coûts d'entretien, prit la décision fatale. Ils mirent le palais en vente. Ils espéraient, peut-être naïvement, qu'un mécène, un État ou une grande entreprise sauverait les lieux pour en faire une ambassade ou un musée. Mais personne ne vint. Le gouvernement français, alors obsédé par la modernisation du pays sous la présidence de Pompidou, qui n'était pas encore président mais très influent, ne voyait pas l'intérêt de classer monument historique une pastiche vieille de seulement 70 ans. On disait « ce n'est pas du vrai Louis XIV, c'est de la copie ». Une erreur de jugement monumentale qui allait sceller le destin de l'édifice. Le Palais Rose était seul, abandonné par ses créateurs, ignoré par l'État, convoité par les démolisseurs. L'agonie touchait à sa fin. En 1968, alors que les étudiants de la Sorbonne arrachaient les pavés pour faire la Révolution, un autre type de violence se préparait, feutré, dans les bureaux des notaires. Le destin du Palais Rose fut scellé par une signature au bas d'un acte de vente. L'acheteur n'était pas un amoureux de l'art, c'était une société immobilière, la RIVP, avec un projet clair, la densité. La nouvelle de la démolition programmée provoqua une onde de choc, mais une onde trop tardive. Une poignée d'architectes, d'historiens et d'amoureux du vieux Paris tentèrent l'impossible. Ils lancèrent des pétitions, écrivèrent des tribunes enflammées dans le Figaro, suppliant le ministère de la Culture d'intervenir. Leur argument était simple, le Palais Rose n'était pas une simple maison, c'était le témoin unique d'une époque révolue, un chef-d'œuvre de savoir-faire français. Mais face à eux, la machine administrative opposa un argument froid et technocratique, l'argument fatal du pastiche. Les experts du gouvernement décrétèrent que le Palais Rose n'avait pas de valeur historique majeure, car ce n'était qu'une copie. Pourquoi protéger une imitation du Trianon alors que nous avons le vrai à Versailles, disait-il. C'était une vision aveugle. Il ne comprenait pas que le Palais Rose n'était pas une copie de Louis XIV, mais un original de la Belle Époque. Il ne voyait pas l'œuvre de Bonny de Castellane, il ne voyait que l'ombre de Hardouin-Mansart. Le permis de démolir fut accordé. Le printemps 1969 ne vit pas fleurir les roses de l'avenue Foch, mais fleurir la poussière. Le carnage commença. Les premières victimes furent les intérieurs. Les boiseries, les cheminées, tout ce qui pouvait être arraché fut vendu aux enchères, dispersé aux quatre vents, finissant chez des collectionneurs anonymes ou dans des hôtels de Las Vegas. Le cœur du palais fut vidé, laissant une carcasse béante. Puis les bulldozers s'attaquèrent à la structure. Il y a quelque chose de profondément obscène à voir une boule de démolition frapper une colonne de marbre. La pierre ne pliait pas, elle éclatait. L'escalier des ambassadeurs, cette merveille polychrome que Bonny avait mis des années à ressusciter, fut réduit en gravats en quelques jours. Les gravures, les moulures, les balustrades, tout fut broyé, mélangé à la terre, chargé dans des camions-bennes et évacué comme de vulgaires ordures. Bonny de Castellane avait écrit « Je vaux plus que ce que j'ai coûté ». Son palais, lui, ne valait plus rien aux yeux du monde moderne. Au début de l'été 1969, il ne restait plus rien. Le 50 avenue Foch était redevenu un terrain vague, une cicatrice béante dans l'alignement prestigieux de l'avenue. Le rêve de Pierre s'était volatilisé. Et qu'avons-nous aujourd'hui à la place ?
Si vous vous promenez actuellement au 50 avenue Foch, vous ne verrez pas de fantôme. Vous verrez une résidence de standing construite par l'architecte danois Henrik Iversen. C'est un immeuble en béton et verre fumé, luxueux, fonctionnel, sécurisé et désespérément banal. Il n'est pas laid, non. Il est pire, il est indifférent. Il abrite des diplomates, des hommes d'affaires, des fortunes silencieuses. Il a plus d'étages, plus de mètres carrés, plus de rentabilité. Mais personne ne s'arrête jamais devant sa grille pour rêver. Personne ne se demande qui l'a construit. Il n'a pas d'histoire, pas de légende, pas d'âme. De l'œuvre de Bonny et de l'argent d'Anna, il ne reste que quelques photos en noir et blanc et une table en marbre sauvée in extremis qui trougne aujourd'hui à la mairie de Paris. Une maigre consolation pour un crime patrimonial. Le Palais Rose n'est pas mort de vieillesse, il a été assassiné par l'époque qui ne supportait plus l'inutile beauté. Et en regardant l'immeuble actuel, on ne peut s'empêcher de penser que nous avons échangé un poème contre un fichier Excel. Alors, que reste-t-il du rêve de Bonny de Castellane une fois que la poussière est retombée? L'histoire du Palais Rose est bien plus qu'une anecdote sur l'immobilier parisien ou un potin mondain du siècle dernier. C'est une fable morale, cruelle et magnifique sur la nature même de l'ambition humaine. Bonny a cru, comme tant d'autres avant lui et tant d'autres après lui, que l'accumulation de marbre et d'or pouvait vaincre le temps. Il a pensé qu'en construisant une forteresse de beauté, il se rendrait immortel. Il s'est trompé. Le Palais Rose nous enseigne une leçon d'humilité terrifiante. Rien ne dure. Ni les fortunes colossales des Gould, ni les titres millénaires des Castellane, ni même les pierres les plus solides. Ce palais était un mirage. Il a été bâti sur un malentendu, l'idée que l'argent peut remplacer l'amour et que le décor peut remplacer la vie. Il était trop beau pour être habité, trop cher pour être maintenu et trop anachronique pour être sauvé. Il était condamné parce qu'il était une île de passé dans un océan de futur. Aujourd'hui, quand nous passons devant le 50 avenue Foch, ne regardons pas seulement l'immeuble moderne qui s'y trouve. Fermons les yeux un instant. Essayons d'entendre le pas lourd des éléphants sur le gravier, le froissement des robes de soie dans l'escalier des ambassadeurs et le soupir d'une femme seule, signe d'échec dans une chambre bleue. Le Palais Rose a disparu de la carte de Paris, c'est vrai. Mais tant que nous racontons son histoire, tant que nous analysons ses cicatrices, il continue d'exister dans notre mémoire collective. Nous sommes les gardiens de ce que les bulldozers n'ont pas pu détruire, la légende. Et vous, si ces murs invisibles pouvaient vous parler, quel message entendriez-vous? Est-ce un avertissement sur la vanité des richesses ou une invitation à créer de la beauté, quel qu'en soit le prix, même si elle est éphémère? Si cette enquête archéologique vous a touché, si vous avez ressenti le frisson de ce Paris disparu, je vous invite à laisser une trace de votre passage. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre cercle d'investigateurs de l'histoire. Likez cette vidéo pour que l'algorithme, ce nouveau maître du monde, sache que la beauté du passé compte encore. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelle autre demeure oubliée, quel autre secret de famille devrions nous exhumer ensemble? Le château de la Belle au Bois dormant qui a ruiné un banquier ou la villa maudite de la Côte d'Azur? Je suis votre archéologue de la mémoire. L'histoire est un puzzle dont il manque toujours une pièce. Continuons à la chercher. À bientôt dans les ombres du passé.